Génial. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la récupération sur le chapitre 5, c'est-à-dire calorimétrie et loi de Hess. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou d'ouvrir votre micro. Je pense qu'on est peu, donc ça ne devrait pas être cacophonique si vous utilisez votre micro. Donc, voilà, 4 petits problèmes qu'on va faire aujourd'hui. N'hésitez pas à m'arrêter, je dirais. Niveau difficulté de chaque numéro, je vais le dire pour chacun. Je pense que sont à peu près, je dirais, difficulté moyenne de l'examen. Donc, ça devrait être à peu près le niveau de difficulté de l'examen pour chaque numéro. Et moi, c'était dans 10 que je voulais aller. Et envoyer ça dans Notability. Fantastique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais aller avec, je vous propose 4 exercices. Après ça, vous allez pouvoir, s'il y a des questions que vous voudriez qu'on fasse ou des choses que vous voudriez qu'on revoie, vous pouvez m'arrêter, il n'y a aucun problème là-dedans. On va commencer par niveau ou difficulté de l'examen. Cependant, c'est pas cette partie-là qui est généralement la plus manquée. Donc, c'est l'analyse graphique qu'on a là-dedans. Donc, si je vous demande quelles étapes sont endothermiques à l'aide de ce graphique-là, bien, vous devez comprendre que faut vraiment le décortiquer comme étant un graphique endo-exo pour chaque étape. Et donc, chaque réactif va se transformer en produit. C'est donc la première étape. Ce produit-là va devenir le nouveau réactif pour former des nouveaux produits de ma deuxième étape. Ce produit-là deviendra le réactif de ma troisième étape pour être les produits de ma troisième étape. Et finalement, la quatrième et dernière étape, on a des réactifs qui deviennent des produits de ma quatrième étape. Donc, le nombre de bosses, c'est le nombre d'étapes. Et là, on vous demande quelles étapes sont endothermiques, lesquelles leur delta H est positif. Mais on remarque que celui-là, mon delta H monte, donc il est endothermique numéro 1. Celui-ci, l'étape 2, pour passer de mes réactifs à mes produits, il faut que je monte. C'est donc endothermique également. Par contre, le troisième, pour passer de mes réactifs à mes produits, je dois descendre. De même que le quatrième, pour passer de mes réactifs à mes produits, je dois descendre. Et donc, les deux dernières, ce sont des réactions exothermiques, donc juste 1 et 2 qui sont endothermiques. Quelle étape possède la plus grande énergie d'activation? On se rappelle, c'est quoi l'énergie d'activation? C'est pour passer des réactifs jusqu'au sommet. Donc ici, je monte de 20. Pour passer de mes réactifs à mes sommets, je pars de 10 et je me rends jusqu'à 60, donc 50. Pour celui-ci, je pars de 40 et je me rends à 80, donc je monte de 40. Et finalement, pour celui-ci, je pars de 30 et je me rends jusqu'à 50. Donc, on monte de 20. Donc, on se rappelle, l'énergie d'activation, c'est l'énergie pour briser tous les liens de nos réactifs. Et donc, c'est la deuxième étape qui a la plus grande énergie d'activation parce que c'est elle qui monte le plus. Quel possède le complexe activé qui a le plus d'énergie? Le complexe d'activé le plus énergique, on aurait pu aussi dire la plus grande enthalpie. Donc, ce serait des synonymes pour les deux. Donc, le plus énergique ou la plus grande enthalpie, c'est celui qui est le plus haut. Donc, le complexe activé, c'est le sommet. Donc, c'est la troisième étape qui a la plus grande enthalpie. Je vais juste arrêter la tisane et je reviens.
Et finalement, si je vous demande quelle étape possède les réactifs qui ont le plus... Quelle étape possède les réactifs ayant le plus d'enthalpie? Donc, l'enthalpie de nos réactifs, ici, c'est 0. L'enthalpie de mes réactifs, ici, c'est 10. L'enthalpie de mes réactifs, ici, c'est 40. Ici, c'est 30. Donc, c'est ici que j'ai les réactifs qui ont le plus d'enthalpie. Donc, on dira que c'est encore la troisième étape qui possède l'énergie qui a le plus... l'étape que possèdent les réactifs avec le plus d'enthalpie, ben, c'est la troisième étape. C'est là que les réactifs partent de plus haut. William. Pour la troisième question, Oui. le 3, pourtant, il y a une énergie d'activation de 40 comparé à la deuxième étape, mais comment ça, c'est lui qui a la plus grande enthalpie? Parce qu'on ne te demande pas lequel qui a la plus grande énergie d'activation. Oui, c'est vrai qu'il y a une plus petite énergie d'activation, mais comme il part de plus haut, ben, il va finir le plus haut. Ici, on te demande celui qui a le complexe activé le plus haut, lequel que son sommet est le plus haut. Donc, c'est directement le 3. On ne regarde pas de où on part. Merci. Cyrine. Si on demande seulement la plus grande enthalpie, c'est complexe activé. C'est-à-dire que ce n'est pas les réactifs. Ben, l'enthalpie, en soi, on ne peut pas le demander. C'est soit l'enthalpie du complexe activé, l'enthalpie des réactifs ou l'enthalpie des produits. Mais vous avez écrit la plus grande enthalpie pour la question 3. Oui, mais c'est quelle étape possède les réactifs qui ont le plus d'enthalpie? Non, la question 3. La question 3, c'est, je dis, quelle étape possède le complexe activé avec la plus grande enthalpie? Ah, ok. Le synonyme, c'est à la place de le plus énergique. J'aurais pu remplacer ça par la plus grande enthalpie. Merci de la clarification. Merci. Et donc, voilà, j'aurais pu demander également c'est quoi le delta H de la deuxième étape. Ben, pour avoir le delta H de la deuxième étape, on part de nos réactifs. Je vais essayer de changer de couleur. Donc, on va prendre le gris. On part de nos réactifs de la deuxième étape. Très mauvais, le gris. Donc, on va prendre le noir. On part des réactifs de la deuxième étape et on se rend jusqu'au produit de la deuxième étape. Donc, on remarque qu'on part de 10 et on se rend à 40. Donc, 30 kJ, notre delta H de la deuxième étape. Si je vous avais demandé c'est quoi, tiens, je vais prendre la couleur que je vais utiliser, tiens, le brun. Si je vous demande c'est quoi l'énergie d'activation de la réaction inverse de la dernière étape. L'énergie d'activation de la dernière étape, c'est 20, mais l'énergie d'activation de la réaction inverse, il faut le faire dans l'autre sens. Donc, on part d'ici et on monte jusque ici. On part de moins 10 et on finit à 50. Donc, on parlera de 60 kJ qui serait la réponse pour ça. Donc, voilà, c'est le retour que je voulais faire sur le graphique. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à une prochaine équation, à un prochain problème? Merveilleux. Si je vous demande loi de S classique, donc je vous demande c'est quoi le delta H de cette réaction-là. Ceci est votre équation bilan. C'est ce que vous devez obtenir à partir de ces équations-là, à partir de certaines de ces équations-là. Si vous en avez besoin de toutes, vous utilisez toutes. Sinon, vous ne les utilisez pas toutes. Vous choisissez celles que vous avez de besoin. Là, on remarque 2 delta H de formation du HCl. Ça veut dire quoi, ces énergies-là? Ça veut dire quoi, ces deux mots-là, la formation? Bien, ça veut dire qu'on va former du C5H12 et on va former du HCl à partir de leurs molécules les plus simples, donc H2 et Cl2. Parce que je vous rappelle, I have
I have no bright or clever friends. Ces 7 molécules-là sont toujours en paquet de 2 quand on les voit. Et donc, le H, il est toujours en paquet de 2, le Cl, même chose. Et là, après ça, il faut balancer pour avoir une demi H2 et une demi Cl2. Pour le C5H12, faites attention, c'est du chlore qui est en paquet de 2, donc le carbone, pas de problème, c'est 5C plus H2. Ce sont les équations qui étaient cachées par le delta H de formation. Ce que vous devez faire quand vous avez une loi de S, c'est toujours de vous référer à votre équation bilan. Vous voulez du C5H12 et donc vous allez avoir besoin de C5H12. Cherchez dans toutes vos équations, c'est où qu'il y a du C5H12. Ici, j'en ai et ici, j'en ai. Donc, nécessairement, je devrais utiliser une des deux équations. Laquelle? Celle qui me permettra d'annuler, celle qui me permettra de garder uniquement celle que j'ai besoin en fonction de mon bilan. Et donc, vous remarquez que cette équation-ci ressemble énormément. C5H12, C5H12, 2HCl, HCl. Là, après ça, ça devient plus complexe. Mais on a le gros problème qui est qu'on arrive avec du C5H11Cl. C'est une molécule qu'on a dans les produits et qu'on ne veut pas dans notre bilan. Parce que ni elle n'est du C5H11Cl. Et malheureusement, si on regarde dans toutes les autres équations, là ici, là ici, là ici, là ici, là ici et là ici, il n'y a pas de C5H11Cl. Et donc, si j'utilise cette équation-là, la première, ben, je vais me ramasser avec du C5H11Cl et je ne pourrai pas l'annuler. Et donc, on ne va pas l'utiliser parce qu'il va falloir qu'on soit capable d'annuler tout sauf les molécules du bilan. Et donc, on utilisera pour le C5H12 la deuxième molécule, celle avec du C5H12. Même chose pour le 2HCl. Pour le 2HCl, j'ai du HCl ici et j'ai du HCl ici. On a un problème qui est similaire, qui est le CHCl. Le CHCl, il est nulle part. Et donc, si je me ramasse avec du CHCl, bien, malheureusement, je ne serai pas capable de l'annuler. Et donc, on ne pourra pas utiliser cette équation-là. Je vais donc utiliser mon HCl à partir de la deuxième, la troisième, celle avec le delta de formation du HCl. Et comme je veux 2 HCl, bien, je vais devoir multiplier par 2 ici. Si je multiplie par 2 ici, je dois multiplier par 2 tous les coefficients. Donc, je vais devoir multiplier par 2 ici. Pour le C2H5Cl, c'est où j'ai du C2H5Cl. Ah ben tiens, ici j'ai du C2H5Cl et c'est le seul. Merveilleux. Je vais l'utiliser. J'en veux 2 fois. Oups, excusez, j'ai fait j'ai fait 2 choses en même temps. On remarque pour le C5H12 et pour le 2HCl que oui, on a les bonnes molécules, mais ils sont du mauvais côté. Comme on veut du C5H12 du côté des réactifs, on va devoir faire la réaction inverse. On va devoir prendre le C5H12 puis le transformer de réactif, de produit présentement pour le mettre en réactif. Donc, on va devoir l'inverser. Même concept pour le HCl, on va devoir l'inverser. Pourquoi on va devoir l'inverser? Parce que présentement, c'est un produit et nous, dans notre bilan, c'est un réactif qu'on souhaite. Par contre, pour le C2H5Cl, on remarque qu'il est un produit alors qu'on le veut déjà comme un produit. C'est merveilleux, mais on en veut 2 fois. Alors, je vais devoir multiplier par 2 pour avoir 4C, 5H2, du Cl2 et un delta H de 2. Et finalement, pour le CH4,
Mais le seul qui va arriver, le seul qui a du CH4, c'est celui-là. On remarque que c'est merveilleux. Il est du bon côté et il a le bon coefficient. Donc, on ne changera pas ce delta H-là. À quoi sert cette dernière molécule, cette dernière réaction-là que je n'ai pas allumée? Si vous êtes très, très bon, vous allez voir qu'on se ramasse avec du CCl4 qu'on devra annuler, mais je vais le refaire au long pour vraiment vous montrer comment ça va se produire. Et donc, on dit que c'est le C5H12, on le change de bord, donc ça me donne du C5H12, on voit-tu bien ça? On voit quand même bien, qui donne 5C, ça c'est plus, c'est mieux en blanc peut-être? C5H12 qui donne 5C plus 6H2. On a donc un delta H qui est de moins 200. Donc, 200 fois moins 1, on parle de moins 200 ici. Le deuxième, on a 2 HCl qui donne du H2 plus du Cl2. On parle ici de 400 fois 2, 800, moins 800. On a après ça le troisième qui est du CCl4 plus 2H2 qui donne du CH4 plus 2Cl2. On parle ici de moins 300. On a le dernier qui est 4C plus 5H2 qui donne 5H2. « 4C plus 5H2 plus du Cl2 qui donne 2C2H5Cl. Ici, on parle de plus 400. Et donc, si j'essaie de balancer tout ça, oui, j'obtiens ce que je veux, c'est-à-dire C5H12 plus 2HCl qui donne 2C2H5Cl plus du CH4. C'est merveilleux tout ça. Mais là, est-ce que tout se simplifie? Donc, on a le 5C, on a le H2, excusez. On a 2H2 avec 5H2, ça fait donc 7H2. 1H2 avec 6H2, ça fait 7H2, c'est merveilleux. Tout se simplifie. Ici, on a le Cl2 avec le Cl2, ça marche. Mais là, on remarque qu'on n'est pas capable de tout simplifier. Et pourquoi on n'est pas capable de tout simplifier? Ben, c'est parce qu'il nous manque une dernière. On a du CCl4 qu'on n'est pas capable d'annuler. Et donc, cette étape-ci, ben, on va devoir l'utiliser pour barrer, pour former du CCl4 pour pouvoir l'annuler. Et donc, celle-là, le CCl4, pour marquer qu'il ne doit pas être un réactif, il doit être un produit. Donc, on devra faire fois moins 1 ici, delta H de moins 400. Et donc, ça donne CCl4, ça donne du C plus 2Cl2. Je vais juste finir Lina et Arish, puis après ça, je prendrai vos questions. Et donc là, après ça, on remarque que j'ai 4C avec un C, ça fait 5C. Et si je peux l'annuler avec mes 5C, 2Cl2 que je peux annuler avec mes 2Cl2 et CCl4 que je peux enlever avec mes CCl4. Et là, maintenant, tout s'annule. Donc, maintenant, j'obtiens le bon bilan. Et donc, ça me donne moins 200, moins 800, ça donne moins 1000, moins 1300. Et ça s'annule. Donc, moins 1300 kilojoules, qui est la réponse qu'on cherche. Oui, Lina. C'est correct, merci. Arige. Non, c'est bon, c'est correct, merci. Fantastique.
Fait que niveau difficulté de l'examen, je dirais que ça va être plus complexe qu'un examen un peu. C'était quand même une loi de S qui est assez complexe, assez longue à faire. Ça prend quand même beaucoup d'organisation. Être capable de comprendre lesquels on a besoin, lesquels on n'a pas de besoin. Fait que c'est quand même un niveau qui est complexe. Mais est-ce que c'est irréalisable pour des élèves de secondaire 5? De toute évidence, non. Céline, vas-y. Pourquoi c'est moins 400 kilojoules la dernière réaction que vous avez écrite? Parce que la réaction qui est comme ça, ici, qu'on voit présentement, elle a un delta H de plus 400. Mais moi, mon CCl4, je ne l'ai pas gardé dans mes réactifs. Mon CCl4 qui est dans mes produits, je l'ai inversé de bord. Mais Et c'est pas donc, moins 300? non, Ouais, mais il y avait du CCl4. Pardon? L'équation où il y a du CCl4, c'est Oui, moins 300 oui, c'est kilojoules. ça. En fait, attends. Cette équation-là, le moins 300, qui est L, c'est L. Oui. Et donc, celle-là, oui, c'est bien moins 300. C'est vrai, c'est bien moins 300 parce qu'on n'y a pas touché. Mais celle qui est moins 400, c'est elle. Donc, elle est plus 400, mais elle est moins 400 parce que c'est la même, mais l'inverse. Le CCl4, tu remarques que ce n'est pas un réactif, c'est un produit. Le C plus Cl2, ce ne sont pas des produits, c'est des réactifs. Fait que j'ai juste inversé l'avant-dernière équation. Merci, j'ai compris. Louisa. Bonsoir, je voulais juste savoir si vous nous demandez la chaleur molaire de la réaction, on donne le moins 1300, mais si vous nous demandez pour le HCl en particulier, est-ce qu'on divise par 2? Fantastique. Ah, super, parfait, merci. En fait, Louisa, pour être plus exact, je ne te demanderai pas la chaleur molaire, parce que je te demanderai la chaleur molaire par rapport à n'importe quelle molécule. Avec une chaleur molaire, tu pourrais dire que c'est moins 1300 kJ par mol de C5H12. Mais si je te le demande par rapport à HCl, ben, il y a 2 mols de HCl. Très, très bien dit. Je pense que j'aurais oublié d'en parler, mais c'était pertinent pour l'examen. Merci. OK. On va en faire un autre qui n'est pas dans ce document-là, qui est quel est le delta H de la combustion du... on va garder le C5H12 parce qu'on était dedans. Donc, quel est le delta H de combustion du C5H12? On va même mettre pour Louisa, quel est le delta H, quelle est la chaleur molaire par rapport au C5H12 s'il fait une combustion. Référez-vous aux pages 422 à 425. Si vous avez ceci, et c'est uniquement là que vous allez utiliser les pages 422 à 425, il faut que je vous en parle. Prenez pas de liberté, comme là, on a fait une première loi de S sans avoir besoin des pages 422 à 425 parce qu'on vous donne déjà les équations et ça se peut très bien qu'on ne prenne pas les bons delta H par simplicité ou pour avoir plusieurs versions différentes. Donc, n'utilisez pas les pages 422 à 425 si on ne vous en a pas parlé. Par contre, celle-là, on va vous le dire, prenez le delta H de formation du C5H12 s'il fait une combustion. Et je vous l'ai dit, quand on fait une loi de S, la première chose, c'est d'avoir son bilan. Donc, notre objectif, c'est de faire la combustion du C5H12. Ça fait plusieurs fois qu'on en fait des combustions.
Donc, une combustion, c'est toujours du C5H12 avec du O2. Ça donne toujours du CO2 et du H2O. Et par la suite, on n'a qu'à balancer. Donc, on va avoir 5C. Excusez-moi. On a 5 carbone ici, donc on va mettre 5 CO2 ici. On a 12 H, donc on va mettre 6 H2O. Et là, on n'a qu'à compter, on en a 5 plus 6, on a 16 oxygènes. Donc, on va avoir 8 O2, comme ceci. Maintenant qu'on a balancé notre équation, on peut faire notre loi de S à partir des... on va faire notre loi de S à partir de ces delta H de formation-là. Et pour ça, ceci... mon classroom. Le C5H12, on va aller le voir ici. Ah, tiens, il ne l'a pas, le C5H12. C'est décevant. On va mettre du C6 à la place. C6H12. C6H12. Là, ça va nous donner 6 CO2. Et ça va nous en donner ici 12 plus 18, donc 9. Bon, désolé, à l'examen, ça n'arrivera pas. J'aurais fait la vérification à l'avance. Et là, vous remarquez que vous avez deux valeurs pour le cyclohexane. Donc, quelle est la valeur du C6H12 liquide que je vous aurais spécifié dans l'examen. Donc, on remarque que pour le liquide, son delta H de formation est de moins 156. Mais moi, je ne veux pas le former. Je veux le décomposer, le C6H12 liquide. Et donc, ça va me demander 6 carbone et ça va me demander 6 H2. Son delta H sera donc de liquide moins plus 156,2. Il est plus parce que comme on a fait la réaction inverse, ben, j'ai fait fois moins 1. Et donc, à la place d'avoir moins 156, j'ai plus 156,2. Oui, Lina. Le H2 est toujours liquide dans une combustion ou gazeux? Le H2O? Oui. Le H2O, oui, c'est à température pièce, donc liquide. Ok, merci. Pour le 9O2, vous remarquez que l'oxygène, où est-il cet oxygène? La misère avec mon ordre alphabétique. Donc, l'oxygène, vous remarquez que le O2 est de 0. Pourquoi? Bien parce que j'aurais 9O2 qui donne 9O2. C'est déjà sous sa forme la plus simple. Et donc, on n'écrira pas le O2. C'est déjà sa molécule la plus simple. On va tout de suite passer au CO2. On veut produire 6 CO2. Et donc, le CO2, c'est dans les carbones. CO2, ça donne moins 393,5. Moins 393,5 fois 6. Ça nous donne 6C plus 6O2. Et on veut 6H2O. Donc, 6H2O liquide, ce sera du H2O liquide. Notre delta H est de moins 285,8 multiplié par 6. Ça nous donne 6H2 plus 3O2 comme ceci. Le bilan de tout ça, merveilleux. J'ai du C6H12, du C6H12. J'ai 6CO2, 6CO2, c'est fantastique. 6H2O, 6H2O. Et la beauté dans tout ça, je veux 9O2, ben j'en ai 6 ici, plus 3 ici, donc un total de 9. C'est merveilleux. On veut que tout s'annule, donc 6 carbone s'annule avec 6 carbone, 6H2 s'annule avec 6H2. Lydia, vas-y.
Bonjour, j'ai juste une petite question. Pour le 9 O2, dans le fond, quand un élément est sous sa forme plus simple, la plus simple, on le décompose pas. Exact. Exact. Ok, c'est bon. Fait qu'à la fin, ça Mais- donne quand même le 9 O2. Oui, c'est ça, ça va quand même arriver, mais tu aurais pu rajouter 9O2 donne 9O2, delta H est égal à 0, parce que c'est ça qu'on avait vu dans le tableau. Mais là, tu le barrerais, ton 9O2 avec ton 9O2. Fait que ça servirait à rien de le faire, c'est juste une ligne de trop. Donc, c'est pas nécessaire, mais c'est pas mauvais non plus. Ok, c'est bon, merci. Fait que finalement, le delta H, on va avoir ça. Fait que je vais avoir 156,2 moins 393,5 fois 6 moins 285,8 fois 6, ça donne moins 919,6 kJ. Et comme j'ai une mole de C6H12O6, c'est par mole de C6H12 pas O6, juste H12. Arige. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait décomposer les produits. Il ne faut pas les décomposer, il faut les synthétiser. C'est Ok. nous qui choisissons les étapes qu'on va faire. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est on va briser notre réactif pour l'avoir dans ses molécules les plus simples. Une fois qu'ils sont dans ces molécules les plus simples, après ça, on va recréer nos nouveaux produits. Ça, c'est l'étape 2 et l'étape 3 pour arriver à tous nos réactifs et tous nos produits. Ok, merci. Elia, vas-y. Je comprends pas pourquoi on a tous soustrait les chaleurs de formation. Ben, en fait, on a fait la somme, mais j'ai fait 156,2 plus moins 393,5 fois 6 plus moins 285,6 fois 6. Pourquoi j'ai pas la même valeur? Ah, ben, j'ai pris 0,6 alors que c'est 0,8. OK. En fait, c'est la somme de tous les delta H, mais comme lui est négatif puis lui est négatif, en fait, on les a soustraits. Ok, merci. Mais s'il était positif, oui, on les aurait tout additionnés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je dirais que ça clôt la loi de S. Donc, c'est vos deux possibilités de loi de S. Soit je vous donne déjà les équations puis vous devez les balancer, soit vous devez les créer à partir des delta H de formation. Toujours le même concept, par contre, c'est à partir de l'équation bilan qu'on va décider quelles équations. Donc, on va pas le faire pour barrer des choses, on va le faire pour arriver à notre équation bilan. Et après ça, le barrage, c'est uniquement pour valider quelque chose. J'attire votre attention sur le fait que ces équations-là ne sont pas nécessaires. Ça l'aide à montrer votre compréhension, ça l'aide à vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur, mais vous pourriez, si je ne vous le demande pas, vous n'êtes pas obligé de les faire. Donc, s'ils sont demandés, ben oui, vous devez les faire. Comme dans le laboratoire, ben, on vous les demandait explicitement, donc il fallait les faire. Mais si je vous le demande juste, est-ce que cette réaction-là, elle est endo ou exo? Ben, vous pouvez le faire juste avec les delta H de formation, pas besoin d'écrire. Mais ce qui est important de voir, c'est que comme c'est un réactif, on fait fois moins 1. En fait, là, je vais le faire au long ici. Donc, notre delta H ici était moins 156 dans le tableau. Donc, comme c'est un réactif, on va faire fois moins 1, fois le coefficient, donc fois 1.
Ici, comme c'est un produit, on va faire fois 1 fois le coefficient. C'est pour ça qu'on a fait fois 6. Même chose ici, on fait fois le coefficient fois 1 parce que c'est un produit. Si c'était un réactif, il aurait fallu faire fois moins 1 juste pour le changer de bord. Oui, Juliette. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi est-ce que le H2O était liquide dans l'équation. Est-ce que c'est parce que vous l'aviez spécifié? Parce qu'il me semble dans une combustion, d'habitude, c'est gazeux. Je le spécifierai. C'est pas clair. Ça dépend quelle équation tu regardes. Puis en loi de S, souvent, on veut essayer de trouver la chaleur molaire à température pièce. Et donc, on va prendre l'état de ces équations-là à température pièce, même si elle ne s'est pas faite à température pièce. Je suis d'accord parce que c'est extrêmement exothermique. Fait que Ok, c'est bon. probablement que j'accepterais les deux à l'examen si c'était le cas. Ok, merci. Oui, Alice. Juste pour savoir, est-ce que dans notre examen, on aura des choix de réponse? Non, mais vous allez avoir des questions à démarche non évaluée, donc des réponses courtes. Ok, merci. Comme, mettons, un graphique comme ceci, ça sera pas sous forme de choix multiples, mais ça va être des questions à court développement. Est-ce que ce serait genre un peu comme ce qu'on avait fait en classe, là? Oui, exact. On avait comme cahier graphique. Ok, c'est bon. Merci. Dernière question de calorimétrie que je veux faire. Faisons celle-ci. Ça me permet de revoir c'est quoi une neutralisation. Donc, mettons que pour les besoins de la cause, on n'avait pas ces valeurs-là. Vous devriez être capable de les retrouver. Donc, tiens, ça non plus, on ne l'aurait pas. C'est plus simple. Mettons que vous avez juste à neutraliser du HCl avec du AlOH. 3 fois, vous devriez être capable de me dire qu'est-ce que ça donne, de me dire ça c'est un acide, ça c'est une base, et donc ça va donner de l'eau et ça donnera un sel, et ce sel-là doit être stable, il doit être composé de Al et de, c'est pas un beau L, Al et de Cl, mais comme l'aluminium dans le tableau périodique est 3+, et le Cl il est moins, ben nécessairement j'ai besoin d'avoir 3Cl du AlCl3. Ce qui veut dire qu'après ça, je peux balancer pour avoir 3 HCl, un seul AlOH3, et donc 3 plus 3, 6 hydrogènes, donc 3 H2O. Là, normalement, si j'efface ça, ben oui, c'est la même chose, bonne nouvelle. Donc là, oui, vous avez besoin de l'énergie, fait que je vous l'ai donné, mais vous devriez être capable de faire une équation de neutralisation acido-basique. Donc, on mélange 250 ml à 250 ml de solution basique à 22 degrés Celsius. Après la réaction, le mélange est monté à 24,5. Quelle était la concentration de l'acide si la réaction s'est produite ainsi? Et donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien j'ai de moles d'acide, d'HCl, quelle était la concentration molaire de l'acide, donc dans notre 250 millilitres de HCl. On voulait savoir, j'avais combien de moles dans mon 250 millilitres de HCl. Et pour ça, on n'a aucune information sur le nombre de moles, si ce n'est que ça a passé de 22 à 24,5. On voit donc qu'il y a une variation de température qui est de 2,5 degrés Celsius. Qui dit variation de température, la phrase d'après parlera de Q est égal à MC delta T. Et donc, si la solution a augmenté de 2,5 degrés Celsius, comme c'est une solution, je vous rappelle, et comme on est en calorimétrie, c'est toujours de l'eau.
c'est toujours 4,19 joules par gramme de degré Celsius. La masse, c'est quoi? Ben, j'ai 250 qui a passé de 22 à 24,5 et 250 qui a passé de 22 à 24,5. J'ai donc 500 millilitres, communément appelé 500 grammes, parce que 1 millilitre de solution, c'est 1 gramme d'eau, parce qu'une solution, c'est considéré comme de l'eau en calorimétrie. Et donc, si je fais ça, 500 fois 4,19 fois 2,5, ça me dit que le Q de l'eau a absorbé, 5237,5 et les unités sont importantes, des joules, parce qu'on se rappelle, ceci est en joules par gramme de degré Celsius, donc en calorimétrie, c'est toujours en joules qu'on va avoir le Q de l'eau. Le Q de la réaction est donc de moins 5237,5 joules qui a été dégagé par la réaction. Comment c'est possible que ma réaction a dégagé? Ben, c'est parce que je sais que mon HCl, en réagissant avec du AlOH3, va dégager de l'énergie. Ce qu'on recherche, on veut savoir c'est quoi le nombre de moles de HCl. Mais on sait que 3 moles de HCl auraient dégagé 250 kJ. Mais nous, on n'en a pas dégagé 250 kJ, on n'en a dégagé que 5,238 kJ. Conséquence, on peut dire que 3 moles de HCl dégagent moins 250 kJ. Ou si vous aimez mieux, je pense qu'on est plus à l'aise de le faire en chaleur molaire, le delta H, c'est moins 250 kJ pour 3 moles de HCl. On sait que la réaction, elle a dégagé moins 5,238 kJ. Et donc, j'avais combien de moles de HCl qui aurait causé ça? Fait que c'est quoi? Ben, c'est 3 fois 5,238 divisé par 250. Ça me donne 0,06 mol. J'avais donc 0,06 mol de HCl dans 250 millilitres, donc dans 0,25 litres, et donc 0,25 mol par litre. Cyrine, vas-y. 0,06 mol d'acide, c'est pas dans 500 millilitres. Mais c'est dans 500 millilitres après le mélange. Mais moi, je vous demande quelle était la concentration molaire de l'acide dans l'acide. C'était quoi la concentration? Parce que dans les faits, au moment que le 250 ml s'est mélangé avec le 250 ml de base, sa concentration est rendue de 0. Parce qu'il n'y a plus de HCl, c'est devenu du AlCl3 puis du H2O. C'est quand il y avait de l'acide, ben c'est quand il était juste dans de l'acide, donc quand il était juste dans 250 ml. Mais pour trouver le Q de la réaction, vous avez dû utiliser 500 grammes et le delta T des... Ben, dans un examen comme là, la question n'est pas posée à l'examen, j'y porte un peu moins attention, mais dans un examen, je te demanderais quelle était la concentration molaire de l'acide avant le mélange, pour que ça soit plus clair, pour qu'on se pose moins la question. Mais oui, j'ai utilisé le 500 parce que la température, elle a monté une fois que j'ai mélangé l'acide à la base. Et donc, quand la température a passé de 22 à 24,5, j'avais pas juste 250 ml d'acide, j'avais 250 ml d'acide et de base. En fait, j'avais 250 ml de solution et 250 ml de solution, mais ce n'est plus de l'acide, c'est plus de la base, parce qu'ils ont réagi ensemble pour devenir du sel et de l'eau. Ok, donc pour trouver la concentration de l'acide avant l'avoir mélangé, il faut les données de après l'avoir mélangé. Tout à fait. Le 500 et le 2,5, ok. Arij, vas-y.
Monsieur, je comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que le 250 kilojoules est relié aux 3 moles de HCl. Ben, c'est ça que ta recette te dit. Ta recette te dit, si j'ai 3 moles de HCl, je vais avoir besoin de 1 mol de AlOH3. Ça va donc créer 1 mol de AlCl3 et 3 mols de H2O. Ça va pour ça? Oui. Et la recette te dit également que si on a 3 mols d'HCl, 1 mol de base, 1 mol de sel, 3 mols d'eau, ça dégagera 250. Fait que le 250, oui, il est par rapport au HCl, mais il est par rapport à toutes les molécules. C'est juste que nous, comme ce qui nous intéresse, c'est l'HCl, je fais mes proportions par rapport au HCl. Ça veut dire on pourrait prendre l'énergie du AlCl3, ça nous donnerait aussi 250. Ouais, c'est ça. Si la question était quelle sera la concentration du sel, ben on dirait que j'ai moins 250 pour 1 mol de AlCl3. Combien pour 5,2? On aurait 0,018 mol. Mais là, ça ne serait pas des mols de... Excusez, je suis en train de faire ça à l'envers. 0,02. Donc, ça ne serait plus des mols de HCl, ça serait des mols de AlCl3. Mais ça serait tout aussi bon. C'est juste que ce n'est pas ça la question. Parfait, merci. Oui, Léa. Puis là, pour continuer avec qu'est-ce que Aris disait, si on a 0,02 mol, puis on veut savoir la concentration, est-ce qu'on aurait mis 0,02 mol sur 250 millilitres aussi? Non, sur 500. Pourquoi? Parce que le sel, il a été fait une fois que l'acide et la base ont été mélangés ensemble. Ah, OK. Puis si on avait pris le AlOH3, là, ça aurait été 250 millilitres. Fantastique. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce problème? Fantastique. J'ai fait le tour de ce que je voulais voir pour l'examen. Donc, si vous comprenez la calorimétrie, et je vous l'ai dit, la calorimétrie, la seule calorimétrie que vous allez avoir, c'est la calorimétrie qui sont dans vos 3 numéros que vous avez préparés à l'avance. Donc, il n'y aura pas de questions surprises sur la calorimétrie, comme ça fait plus longtemps qu'on l'a fait, et comme on l'a déjà évalué à Noël, je ne la réévaluerai pas avec des questions surprises. Cependant, oui, il y aura des questions de calorimétrie à l'examen, donc il faut les comprendre. Par contre, les lois de S, elles, peuvent être des numéros préparés ou des questions surprises pour ça. Donc voilà, je conclurai la récupération là-dessus, à moins qu'il y ait des questions que vous souhaitez poser autres, d'autres types de problèmes que vous voudriez faire, d'autres exemples. On peut, il n'est pas tard, 8h06. Ça ne me gêne pas de continuer, mais sinon, je vais arrêter. Cyrine. Donc, vu que ce qu'on vient de faire en ce moment, c'est de la calorimétrie, les seules questions qui peuvent être surprises, c'est les 2 types qu'on a fait. Avec la loi. En fait, les 3 premiers types qu'on a fait. OK. C'est-à-dire OK. cette loi de S-là, que vous avez les équations, le graphique comme ça, et les datages d'information. Ça, c'est genre les sortes de questions qu'il va y avoir dans l'examen. Exact. OK, merci. L'examen surprise. Les questions surprises d'examen. Donc, génial. S'il n'y a pas d'autres questions, j'arrête l'enregistrement et je vous souhaite une étude efficace.